où tu as eu la carte du monde sur ton mur, s'il te plaît? J'en sais rien. Je vais être franc, je vais te donner une réponse que tu attends pas du tout. C'est ma mère qui l'a fait, qui l'a mis sur le mur. Tu t'y attendais à celle-là ou pas? Bon, déjà, ça c'est le genre de truc, je trouve ça trop stylé, mais tu sais, tu le vois sur une pub Instagram, et ça rend bien comme ça. Mais la réalité, c'est toi, tu l'achètes, tu le déballes, et quand tu le mets au mur, t'as inversé l'Afrique et l'Australie, t'as oublié une pièce, il te manque une capitale, il y a un pays qui est pas là, il y a un problème. Moi, je fais partie de ces gens, je suis nul. Manuellement, je te fais des trucs dégueulasses. Alors, quand on me l'a offert, et qu'en plus de ça, on m'a dit, je viendrai une après-midi entière te l'installer, parce qu'il faut avoir envie pour coller des morceaux de plastique sur le mur pendant 5 heures. Hein. Ah, je peux te dire qu'il y a des... Désolé maman, mais il y a des gens, ils ont du temps, hein. Non, honnêtement, sans elle, franchement, j'aurais pas fait. Je te mettais le début, je te mettais l'Amérique latine, et puis à un moment, je foutais le truc en l'air, et puis je vous aurais expliqué pourquoi on avait que l'Amérique latine, c'est tout, hein. Asher, est-ce que tu penses à faire des podcasts? Il faut que je trouve le temps de transformer certaines de mes vidéos en format podcast, pour que je vois le temps que ça prenne, les retours qu'il y a, l'intérêt que ça génère. En fonction de ça, très honnêtement, hein, sans aucun filtre, je vois si à un moment, ce sera juste un poste de dépense, ou si ça peut être couvert. Je vous donne un exemple tout bête. Twitch, c'est un poste de dépense, mais avec la chaîne secondaire, qui est un gros poste de dépense aussi, il peut y avoir du sponsoring, des placements de temps en temps, qui fait que faire du Twitch, prendre du matos et faire des vidéos sur la chaîne secondaire, ça peut être au moins flat, c'est-à-dire couvrir les frais et les dépenses récurrentes. C'est le but. Donc ça m'arrive rarement de me dire « Oh, je vais essayer de lancer un nouveau format de contenu qui me coûte de l'argent ». Tu vois, j'essaye d'avoir le truc un petit peu, vous commencez à me connaître, hein. Donc je vais voir ça. Je me suis rapproché d'Orso Media, parce que, bref, j'ai fait un podcast qui s'appelle La Martingale, vous connaissez peut-être, et il y a de grandes chances que j'essaye de voir pour bosser avec l'équipe de Mathieu Stéphanie, en tout cas l'entrepreneur qui est derrière et qui s'occupe du podcast, voir comment transformer quelques contenus YouTube en podcast, voir si ça peut intéresser. La réglementation européenne, on s'en parlait il y a une semaine. Owen, vous me disiez, il faut vraiment lire en détail cette réglementation pour pouvoir porter un point de vue et un jugement. Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, il y a encore des interprétations. Alors pour le coup, c'était la proposition de la Commission européenne qui cette fois-ci a, en une semaine, été votée et validée par le Parlement européen. Avant que ça rentre en application, on a 14 mois, et quand c'est rentré en application, on a 18 mois pour se conformer si on était déjà régulé avant ça. Donc on a de la marge. Malgré tout, les bonnes, les mauvaises nouvelles, et il y a encore des flous. Dans les bonnes nouvelles, il y a un truc qui est certain, on a maintenant un marché unique. Si on est entreprise régulée en France, on va pouvoir s'adresser non pas à 70 millions de personnes, mais bien à 500 millions d'Européens. Ça, c'est une force. Pour le coup, il y a des forces et des faiblesses. Chacun son avis là-dessus, mais sur l'Union européenne, il faut quand même le souligner, c'est une force. En attendant, il y a eu 2 victoires, et vous allez voir que je vais nuancer ça après. La première victoire, c'est le fait que la finance décentralisée ne soit pas régulée par MiCA. Pourquoi? Parce que c'était trop complexe. MiCA devait se réguler très vite, ça avait été accéléré notamment par les régulations des transferts de fonds, etc. En l'occurrence, on s'est pas précipité, on a sorti la finance décentralisée de MiCA, ce qui est une très bonne chose. Réguler quand on ne comprend pas, c'est souvent étranglé et tué. Et pour le coup, c'est très sage pour l'Union européenne. La deuxième chose, c'est pareil pour les NFT. On les a sortis, pareil, NFT, il y avait le principe de neutralité technologique, on va pas réguler les NFT en général, il faut réguler leurs usages. On ne peut pas mettre la même loi et les mêmes règles, tout comme un site qui vend des médicaments ne doit pas avoir la même régulation qu'un site qui permet d'échanger des photos, naturellement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un autre point, et pour le coup, celui-là, c'est le plus nuancé de tous, le lending et le borrowing, c'est-à-dire les prêts et les emprunts de crypto, sont OK. Donc théoriquement, même avec la régulation MiCA, on devrait pouvoir faire des prêts et des emprunts. Et c'est là que ça pose problème, parce que c'est un point pour et un point contre. C'est-à-dire qu'il y a 2 articles qui, eux, disent que techniquement, on ne doit pas pouvoir donner des stablecoins en intérêt à des gens qui en prêtent ou qui en empruntent. Donc d'un côté c'est autorisé, d'un côté c'est interdit, la réalité c'est une interprétation légale. Comment est-ce que c'est réalisé? En exécution. La finance décentralisée, ok, mais une entreprise ne devrait pas par exemple pouvoir prêter et emprunter des stablecoins à ses clients en les rémunérant ainsi. Et c'est pour ça que même s'il y a des bons et des mauvais points, le plus important ça va être les interprétations de texte de niveau 2. Oui je sais c'est compliqué, restez avec nous. C'est-à-dire quand l'ESMA, un équivalent de l'autorité des marchés financiers européens, va définir cette interprétation de ce texte légal en disant qu'est-ce qui est autorisé et comment. Souhaiterais-tu participer au Grand Prix Explorer 2 si tu étais invité? Je ne pourrais pas. J'aimerais terriblement, j'aimerais vraiment avoir ce coup de fil un jour de Lucas qui dit « Hey, tu veux conduire une Formule 4 avec nous et être diffusé dans l'un des événements qui sera le plus couvert en France ?» Il parle comme ça, Lucas. Non, pas du tout. La réalité, c'est que je ne suis pas sûr, même s'il me propose, que mon board et que certains de mes engagements professionnels me permettent de prendre autant de risques. Je sais déjà que notre compliance ne veut plus, par exemple, que je prenne le même avion que certains de mes associés. Donc voilà, je sais qu'en fonction du risque que je prends, je dois pas prendre
prendre le même risque que les autres. Là, aller faire de la Formule 4, c'est quand même un bon risque. Enfin, tu sais, il y avait un monde dans lequel Joyka, il disait sur Twitter, j'ai grave kiffé, mais j'ai 2 jambes en moins, quoi. Tu vois, c'est un peu chaud. Salut Asher, si Google et Amazon te proposent de racheter Just Mining, est-ce que tu vendrais ton bébé? La réalité, c'est que ça dépendrait de plein de choses, mec. Ça dépend de la valorisation qu'ils te proposent. Just Mining, tu me proposes 40 millions d'euros aujourd'hui, j'ouvre pas ton mail. Peut-être j'ouvre ton mail, je suis peut-être un peu le malin. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai plein de gens qui, sur cette valeur-là, pourraient s'asseoir en face de nous et discuter. On a déjà eu des offres bien au-delà de cette valeur-là pour potentiellement vendre des parts de Just. Par contre, le mec, il arrive, il dit voilà, aujourd'hui, je te donne 250 millions. La réalité, c'est que je m'assois en face de lui, je fais t'es un crétin. Elle vaut pas 250 millions, la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux valoriser une boîte sur un potentiel, mais t'as une réalité, t'as son EBITDA, t'as ce qu'elle dégage, t'as ses actifs. Donc voilà, ça va dépendre des termes. Et ensuite, ça va dépendre également des valeurs de cette personne. Parce que en fonction de la personne, si c'est pour qu'elle me dise, je vais racheter le bateau pour le couler, au revoir. Et ça va dépendre également des engagements qu'elle va demander. Est-ce qu'elle garde l'équipe ou est-ce qu'elle me dit j'arrive et je dégage toute l'équipe, je te veux toi, mais tu dégages ton board. Là, ce serait pas possible. Ça dépend de plein de choses. Si Internet est coupé, CF Iran, tu fais comment avec les cryptos? T'appelles Elon, tu lui demandes quelques satellites. Et ensuite, je dois t'avouer que oui, avec Internet coupé, c'est compliqué les cryptos aujourd'hui, quoi. C'est comme les gens qui me disent, ok, enfin, il y a des gens qui m'ont déjà dit à la télé, ok, et si on coupe Internet et l'électricité à l'échelle mondiale et qu'il y a l'informatique quantique, est-ce que les crypto-monnaies survivraient toujours? Alors, mon pote, t'as plus d'Internet, t'as plus d'électricité, et l'informatique quantique est développée et compris depuis longtemps. Ne serait-ce qu'un seul de ces 3 événements à l'échelle de la planète, c'est la guerre. Les gens sont dans la rue, ils se foutent sur la gueule. Attends, il y a plus d'essence, les mecs ils s'aspergent et ils se tirent dessus. On a eu un début de pandémie, les mecs ils se battaient pour du papier toilette. Et toi, tu me demandes s'il y aura toujours Bitcoin, s'il y a plus Internet et plus d'électricité. Mais tu seras enfermé chez toi, tu mettras des trucs sur les fenêtres et t'essayeras de survivre, mon pote, s'il y a plus d'Internet et d'électricité. Oui, je sais qu'on peut apparemment envoyer du Bitcoin par SMS parce qu'à partir du moment où tu envoies par SMS, tu envoies par une onde satellite. S'il y a un satellite qui lui est connecté à Internet, tu peux continuer à faire des transactions par un wallet Bitcoin. C'était pas Blockstream qui avait fait ça? Regardez, je vous ai dit une connerie. T'as pas Internet, tu peux obtenir un kit satellite. Il y a des gens chez Blockstream là ou quoi? Ça m'excite un peu ça. Ça m'excite grave là. C'est incroyable les gars. Enfin bref, les amis, j'aurais bien un kit satellite. Oh, ça m'excite. Il y a quelque chose là. Ouais. Bref, en tout cas, oui, c'est possible. De nouveaux hacks, donc, cette semaine, ont visé les protocoles de lending Mongo Markets, Temple DAO et également le wallet Rabi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce wallet Rabi, Owen? C'est super intéressant à étudier parce qu'on peut comprendre comment fonctionne le marché derrière ça. Il y a des portefeuilles qui sont open source ou des portefeuilles qui ne proposent pas de produit. On dit souvent que quand on ne sait pas c'est qui le produit, c'est peut-être vous, l'utilisateur. En l'occurrence, c'est pas le cas sur beaucoup de portefeuilles, comme par exemple MetaMask. On peut également penser Ledger. Ledger, quand on achète, on va payer évidemment son device, mais quand on a sa Ledger, il n'y a plus de frais après. Donc, comment pousser le business model? On pourrait se demander comment ces entreprises peuvent gagner de l'argent dans un second temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ledger a levé des fonds pour encore développer son activité et qu'il y a MetaMask et ses concurrents comme XDeFi ou encore le fameux wallet Rabi ont développé une partie de leur offre. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des services complémentaires. En l'occurrence, quand on a ces fonds sur le wallet Rabi, on ne rapporte rien du tout à l'équipe qui développe le projet. Par contre, il y a des différents services qui nous sont proposés, comme par exemple le swap. Le swap, que l'on a de plus en plus dans énormément de portefeuilles, c'est une fonction qui permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et à ce moment-là, on va faire appel à une fonction qui a été développée par le portefeuille, qui va permettre de faire un échange, qui va trouver de la liquidité d'une crypto-monnaie contre une autre. On va donner un accès à ce contrat. Le wallet Rabi qui propose ce service va prendre une commission et naturellement permettre à l'utilisateur de réaliser son échange. En l'occurrence, il y a eu une faille justement sur ce contrat et les utilisateurs qui avaient réalisé un swap avaient donc accepté un smart contract qui lui avait une faille et qui a permis à des personnes d'abuser et de récupérer une partie de ses fonds utilisateurs. Alors ça les gars, c'est un truc que je vous l'ai mis parce qu'il n'y a que dans le monde décentralisé qu'on voit ça. Il y a un projet, ils se sont fait voler 114 millions de dollars. La DAO du projet a fait passer un vote, donc la DAO c'est tous les utilisateurs, et propose de laisser 47 millions aux hackers s'ils remboursent 67 millions. C'est énorme parce qu'une entreprise de base elle aurait jamais pu le faire d'un point de vue légal. Là les mecs sont d'accord. Donc le mec il a le choix. Soit il garde tout ce qu'il a volé mais il doit se cacher, c'est un voleur, donc il va se faire bloquer, il va avoir des problèmes. Soit il rembourse mais il garde 47 millions et là ce n'est plus considéré comme un voleur mais bel et bien comme quelqu'un qui a été clean quoi, entre guillemets. Après je veux dire, moi il fait ça, il rembourse, je dis quand même que ça reste quand même un voleur quoi. Maman je suis en live, je peux te rappeler après? Ça c'est le genre de promesse où je peux vite avoir un message à 23h en mode ouais, tu devais me rappeler. Les amis, c'est parti, au revoir, merci à tous et je vous quitte évidemment sur la plus belle des sonorités de ce monde et je ne parle bien sûr pas de Beethoven. Au revoir tout le monde.